Bonjour à tous, vous regardez 1, 2, 3 Santé. Comme la semaine dernière, cette émission est dédiée au diabète. Nous avons vu que cette maladie pouvait entraîner d'importantes complications. Elles ne sont pas une fin en soi si le traitement est bien suivi. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités et le docteur Perianin. Bonjour José. Bonjour Malika. En effet, les complications du diabète sont nombreuses en relation avec la persistance d'un taux de sucre élevé dans le sang. Un traitement régulier et adapté est indispensable pour les limiter et permettre une qualité de vie tout à fait normale. Tout de suite, on écoute la question du jour. Alors, je connais beaucoup de diabétiques qui utilisent des plantes pour se soigner, enfin pour plus soigner le diabète. Alors, est-ce une bonne idée? Et pour répondre à toutes vos questions, nous recevons sur ce plateau le docteur Elisabeth Félicie Delan. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes endocrinologue, diabétologue, également experte en éducation thérapeutique. Au niveau des chiffres, on sait qu'il y a 50 000 diabétiques en Guadeloupe. À côté de ça, est-ce qu'il n'y a pas des malades qui s'ignorent? Oui, forcément, il y a des malades qui s'ignorent. Le diabète est une maladie silencieuse. Donc, on sait qu'il y a probablement 20% des patients qui s'ignorent, d'autant que dans ces patients, ceux qui sont le plus à risque, ce sont les patients obèses. Donc, il faut se faire dépister. Oui. Par une simple... Tôt, parce qu'on découvre de plus en plus des diabètes de type 2, c'est-à-dire un pancréas qui n'est plus en capacité à fabriquer suffisamment d'insuline chez des jeunes patients. Un diabète qu'on découvrait avant aux alentours de 50 ans. Quand on découvre un diabète, comment l'annonce-t-on? Comment c'est accepté par le malade? Alors, comment l'annonce-t-on? Je crois qu'il faut l'annoncer réellement. C'est-à-dire ne pas faire l'économie de dire c'est un petit diabète. Il n'y a pas de petit et de grand diabète. Je crois qu'il faut l'annoncer suffisamment clairement pour permettre aux patients d'entendre, d'intégrer. Tout ça, c'est fondamental parce que entrer dans la maladie chronique, c'est un changement identitaire. Hier, vous étiez quelqu'un sans diabète. Aujourd'hui, vous devez vous projeter, reconstruire finalement votre vie, mais avec un élément supplémentaire qui est cette maladie. Il va donc falloir changer beaucoup de choses. L'alimentation. Oui, au-delà des changements identitaires et de tout, finalement, toutes ces émotions que ça entraîne, on n'accepte pas comme ça d'avoir un compagnon de vie qu'on n'a pas choisi. Forcément, derrière, il y a des changements très pratiques. On va toucher à notre alimentation, qui est quand même notre premier plaisir. Hein. On va devoir reconsidérer cette alimentation, faire des choix, abandonner certaines choses, renforcer d'autres. On va devoir se poser des questions sur finalement quelle est notre activité physique, pourquoi je dois en faire, à quoi ça sert. On dit qu'il faut faire du sport, mais comprendre le sens de ça et en quoi ça a un impact finalement dans l'équilibre de mon diabète. Et puis derrière, un jour, on vous dit il faut prendre un médicament. Et puis après, le docteur, il vous dit il faut en prendre 2, puis il faut en prendre 3, puis des fois, on arrive jusqu'à en prendre 10. Et puis des fois aussi, à un moment donné dans la maladie chronique, à un moment donné dans ce diabète, le pancréas, au bout de plusieurs années, une dizaine d'années de diabète, il ne peut plus libérer suffisamment d'insuline. Donc, on doit vous emmener cette insuline. Donc, c'est un autre stade. Donc, vous voyez que finalement, tout au long de la découverte du diabète, que ce soit d'un patient qui est uniquement comme traitement alimentation et activité physique, à celui après qui a en plus des comprimés, à celui après qui passe à un autre stade qui est celui de l'insuline, à chaque changement, ça demande des remaniements psychiques qu'on doit entendre. Alors justement, les méthodes de traitement et de surveillance ont bien évolué. Vous allez voir qu'on est loin des piqûres d'insuline à heure fixe. La mode est aux patch pompes ou encore aux pompes à insuline connectées. Zoom sur ces différents appareils. Une pompe à insuline est un petit dispositif portatif imperméable
qui administre de l'insuline à action rapide en continu 24 heures par jour. Ce procédé permet un dosage plus simple et moins d'injections. Alors c'est le système du freestyle libre qui repose sur quelque chose d'extrêmement simple. Les patients ont un boîtier qui va permettre l'enregistrement sur 3 mois de toute leur glycémie. Ils appliquent, grâce à un système extrêmement simple, un capteur qui ressemble à ceci, donc qui va être disposé sur la partie externe du bras. Ils allument leur appareil et chaque fois qu'ils promènent l'appareil devant le capteur de glycémie, ils vont avoir la glycémie à l'instant T, l'évolution de la glycémie sur les 8 heures précédentes et surtout, ce qui est le point le plus intéressant, c'est sur la flèche de tendance, c'est-à-dire la manière dont va évoluer la glycémie dans la prochaine heure. Ce qui va leur permettre tout le long de la journée, chaque fois qu'ils scannent pour avoir un résultat, ceci va leur permettre d'adapter au fur et à mesure leur traitement. Et actuellement, une des associations les plus pertinentes et qui plaît le plus aux patients, ce sont les nouvelles formes de pompes à insuline, qui sont des pompes où il n'y a plus de cathéter relié entre la pompe et le patient, mais c'est une pompe jetable. Elle est remplie d'insuline, elle va se jeter au bout de 3 jours et au fur et à mesure, le fonctionnement est commandé par une télécommande, c'est-à-dire que le patient a à la main, ou dans la poche bien sûr, une télécommande qui va lui permettre de piloter tout le long de la journée sa pompe à insuline. C'est un plus énorme pour les patients parce qu'ils n'ont à faire le remplissage et le changement de leur pompe jetable, en fait le pod, ils n'ont à le faire que tous les 3 jours. Donc pour eux, c'est vraiment un gain de confort. Alors ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tous ces systèmes dont on vient de parler sont compatibles avec toutes les activités de la vie quotidienne. Les gens peuvent se baigner, les gens peuvent aller à la plage, la vie est strictement normale. La qualité de vie à court terme, elle est améliorée par le fait que pour les nouveaux types de lecteurs de glycémie, on n'a plus la contrainte multi-quotidienne des ponctions au bout du doigt. Donc c'est un progrès tout à fait important. Et l'adhésion que reçoit ce mode de traitement et de surveillance est la meilleure réponse, en fait. Actuellement, tous les patients quasiment tous les patients veulent avoir ce mode de surveillance, alors que, en fait, on ne peut le proposer qu'à certains diabétiques, ceux qui sont sous traitement optimisé, c'est-à-dire les pompes à insuline, bien sûr, mais aussi les multi-injections, c'est-à-dire les gens qui ont plusieurs injections d'insuline par jour. Ces systèmes débouche sur une évolution qui est évidente dans le partenariat entre le patient et le médecin. Ce que nous cherchons, c'est à rendre nos patients de plus en plus autonomes. Mais cette autonomie n'est pas du tout en contradiction avec le rôle d'éducation, de conseil que doit garder le médecin. Plus un patient est autonome, mieux c'est pour lui, mieux c'est pour nous et mieux c'est pour l'équilibre de son diabète. Retour sur le plateau de 1, 2, 3 Santé. Docteur Félicie Delan, est-ce qu'avec ces nouvelles technologies, on arrive à un suivi plus fin? Oui, on arrive à un suivi plus fin, même si il faut vous dire que pour chaque patient, le traitement est quelque chose d'individualisé.
Ces pompes, elles arrivent soit chez un diabétique de type 1, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas se passer d'insuline, ou elles arrivent chez un diabétique de type 2. Après une dizaine ou une quinzaine d'années de diabète, le diabète devient insulino-requérant, c'est-à-dire qu'il a besoin d'insuline. Donc, elles améliorent la qualité de vie dans la mesure où il y a cette souplesse de maniement de l'insuline, où finalement vous imitez le pancréas, vous prenez les commandes, je dis souvent ça aux patients, maintenant c'est vous le capitaine, hein, et qui décidez d'injecter de l'insuline à un moment donné. Donc c'est une amélioration de la qualité de vie. Il en est de même des appareils de surveillance aussi de la glycémie. Oui, bien sûr, parce que pour permettre au patient d'être en gestion de sa maladie, on a ces outils qui lui permettent de connaître cet équilibre glycémique. Mais pour connaître cet équilibre glycémique, ce n'est pas sans contrainte. Le poids des contraintes est important, il faut se piquer le bout du doigt. Maintenant, on arrive à de nouveaux appareils où il n'y a plus à se piquer le bout du doigt, on se scanne et on connaît sa glycémie. Donc, tous ces progrès technologiques permettent d'aller de l'avant, permettent à accepter l'inacceptable qui est d'avoir une maladie et une maladie à vie. Mais prenons le cas des personnes âgées par exemple. Oui. Est-ce que changer trop fréquemment de méthode de lecture, de méthode d'administration ne peut pas les déstabiliser? Quand vous avez dit déjà comment l'éducation est quelque chose de difficile à comprendre et à accepter, est-ce que ça ne déstabilise pas parfois un petit peu? Vous savez, ce qui est important, c'est d'aller pas à pas avec chaque patient. C'est la beauté de notre spécialité où finalement on ne s'ennuie jamais puisqu'à chaque patient, c'est une nouvelle histoire. Chez le même patient, à des moments différents, c'est une autre histoire. Donc finalement, cette surveillance, le changement d'appareil, le changement de traitement passé sous pompe doit être adapté aux besoins du patient au moment où lui il en a besoin. Tant que c'est adapté, ça ne perturbe pas. C'est quand ça ne devient pas adapté que là le patient est déstabilisé. Surtout, ne bougez pas. Dans quelques instants, nous verrons comment l'éducation thérapeutique permet aux patients de mieux vivre leur maladie au quotidien. Nous verrons aussi que beaucoup de patients font ici appel aux plantes créoles. À tout de suite. Le docteur Félicie Delan est toujours en notre compagnie et c'est Marguerite Cancel qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Association française des diabétiques de Guadeloupe. Nous allons parler tous ensemble de l'éducation thérapeutique. Docteur Félicie Delan, c'est quoi? C'est l'art de former les patients pour qu'ils puissent être en aptitude à gérer leur maladie. Les patients sont amenés à vivre des décennies, puisqu'on découvre des patients de plus en plus jeunes. Donc, ils ont 10, 20, 30, 40 ans à devoir vivre avec cette maladie de façon la plus optimale pour éviter les complications chroniques dont on a déjà parlé. Donc, l'objectif, c'est que dans ce pas à pas, dans ce corps à corps, j'ai envie de dire, et au long cours, on doit, nous, soignants, s'adapter pour permettre aux patients à la fois d'acquérir des compétences d'observation. Je comprends mon corps, si capalé, mais qui je peux comprendre parole à sic. Deuxièmement, c'est des compétences d'adaptation. Comment je m'adapte à certaines situations. Troisièmement, ce sont des compétences de soins. Certes, ben là, j'ai une hypoglycémie, qu'est-ce que je fais? Là, mon sucre qui monte, qu'est-ce que je fais? Donc, des choses extrêmement pratiques. Et puis, des compétences aussi sociales. Comment je parle de ma maladie? À qui j'en parle? Comment j'aide les autres à pouvoir m'aider en tant que diabétique, etc. Donc, toutes ces compétences que le patient doit acquérir, ce sont des choses extrêmement progressives. Alors, l'association des diabétiques vient en complément et vient en renfort de cette formation, puisque même quand elle peut en parler... Alors, justement, dans l'acquisition de ces compétences, l'alimentation est déjà la plus importante. Qu'est-ce que vous conseillez? Comment vous expliquez ça aux patients pour changer leur façon de s'alimenter?
Alors, c'est vrai que l'association vient en complément de l'éducation thérapeutique, puisque nous proposons des actions d'information, d'éducation, mais aussi des actions d'accompagnement pour permettre aux personnes de devenir acteurs de leur santé et d'avoir un mode de vie qui leur permette d'évoluer comme tout le monde. Donc, il est vrai que nous parlons souvent d'alimentation et là, c'est le hic, on va dire, c'est ce qui est plus difficile à mettre en place, à accepter, puisque demander à une personne de changer d'un jour à l'autre sa manière de s'alimenter, ça devient presque impossible, et surtout qu'on lui parle d'interdits. Il y a beaucoup d'interdits et ça, c'est quelque chose qui bloque les interdits. Donc, c'est pour ça on va dire qu'il est particulièrement difficile de permettre à la personne d'avoir une alimentation correcte. Mais au fil du temps, les actions que nous leur proposons, les personnes qu'ils rencontrent, les diététiciennes, les conseils qui leur sont donnés, leur permettent d'accepter la maladie, de n'être plus dans le déni et de comprendre que l'alimentation, en fait, c'est la base du traitement. Tout à fait. Et cette action progressive, si j'ai bien compris, c'est un peu la même chose pour l'activité physique aussi? Tout à fait. Parce qu'il est vrai que le docteur en a parlé tout à l'heure, la population est devenue sédentaire. On a la voiture, on marche très peu à pied. Mais on constate que par rapport à tous ces sites qui sont mis en place, le diabétique comprend que l'alimentation, mais aussi l'activité physique doit faire partie intégrante du traitement. Et on ne peut pas dire qu'on se soigne, qu'on équilibre son diabète en prenant seulement un médicament. Vous organisez également des conférences et des discussions autour des plantes créoles, je crois? Pas spécialement autour de plantes créoles. Nous organisons des groupes de rencontres où les gens, les personnes diabétiques ou parents de diabétiques échangent. Et c'est vrai, il est vrai que souvent, la question de plantes se pose. Parce qu'on est diabétique, on a envie de guérir, on a envie qu'un miracle se passe. Et tout ce qu'on entend dire, eh bien, on va l'essayer. Et je pense que Dr Félicité est bien placé pour aller un petit peu plus loin sur ce plan-là. Vous savez, en éducation thérapeutique, on parle de qui est le patient. Qui est le patient, ça veut dire comment il vit avec sa maladie. Ça veut dire quelles sont ses pratiques, quelles sont ses habitudes. Or, après, on l'aide à analyser les choses au vu de qui il est, comment il peut se projeter et arriver pas à pas à bouger certains, j'ai envie de dire, parties de sa vie. Donc, on part de son assiette pour arriver à une assiette idéale, qui est celle où il y a plus de légumes que de féculents, où dans cette alimentation, la seule boisson indispensable, c'est l'eau. Le reste, on n'en a pas fondamentalement besoin. Et c'est comment on va permettre à un patient de passer de ce que moi je fais d'habitude, la façon dont je me nourris, à tendre vers cette assiette idéale. C'est pareil, on va dire, l'activité physique, les recommandations, 3 fois par semaine, 30 à 45 minutes. Mais comment vous, moi, vous passez de votre pratique à cette pratique idéale, qui est une pratique qui, certes, va vous protéger. Donc, quand on en arrive aux plantes, les gens, ils ont des pratiques. Les 3/4 de cette planète ne se soignent pas avec des médicaments, les médicaments occidentaux qu'on connaît, ils n'y ont pas accès. Il existe un certain nombre de plantes hypoglycémiantes. Faire fi de ça, ça voudrait dire ignorer les pratiques de nos patients. Le rejeter, ça voudrait dire rejeter une partie d'eux-mêmes. Je vous propose justement d'aller à la rencontre de Marie-Gustave. C'est la présidente de l'Aplamédarum, l'association pour les plantes médicinales et aromatiques de Guadeloupe. Elle nous aide à mieux connaître ces plantes qui aident notamment à réguler le taux de sucre dans le sang. Regardez. La richesse de la fleur des Antilles est remarquable. Et de nombreuses plantes médicinales sont source de nutriments utiles dans la prévention et le traitement des troubles métaboliques, comme par exemple l'hyperglycémie, le diabète. Nous sommes au jardin botanique de DR. La Guadeloupe est un hotspot
Et je pourrais même dire que c'est l'archipel de Guadeloupe qui est un hotspot de biodiversité. Nous avons beaucoup de plantes. Il y a certaines qui sont entrées à la pharmacopée française, et cela depuis 2013. Il faut les connaître. Mais ce n'est pas parce qu'elles ont été mises à l'honneur que l'on doit faire n'importe quoi avec les plantes. Une plante, c'est un médicament, on doit connaître ses vertus, on doit connaître ses propriétés, et il y en a qui peuvent permettre aux diabétiques de gérer sa maladie. Parmi les plantes qui sont utilisées pour gérer le diabète, il y en a des plantes qui inhibent la digestion des glucides à molécules complexes en glucose à petites molécules, à molécules simples. Eh bien, vous avez le paroca, vous avez graine à bas-feuille et vous avez l'aubergine. Ces trois-là, ça c'est bien connu. Mais vous avez d'autres qui singent ce que fait le pancréas. Le pancréas sécrète une hormone, c'est une substance qui est déversée directement dans le sang. Donc le pancréas sécrète une hormone qui est l'insuline, et l'insuline est une hormone hypoglycémiante. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui abaisse le taux de sucre du sang. Alors, vous avez la cannelle, que tout le monde connaît, mais dont il faut faire attention, parce que la cannelle, pas plus de 7 grammes par litre d'eau. Et donc, c'est une décoction, on fait bouillir, on filtre, et on peut prendre 3 fois par jour. Pareil aussi pour la liane serpent, que ça soit en décoction, que ça soit en macération, il faut faire attention à la dose. La liane serpent stimule la sécrétion de l'insuline et ainsi il n'y aura pas trop de glucose dans le sang. Il y a un fruit, je n'en ai pas encore parlé, c'est le jamblon. C'est un arbre qui donne des fruits et qui sont d'abord rosés et qui deviennent violacés après. Mais ce sont des fruits qui sont agréables à manger, qui sont légèrement acidulés, qui sont un peu astringents. Mais à Madagascar, pendant la dernière guerre, les graines sont utilisées broyées pour traiter le diabète de type 2. Et Madagascar, qui n'avait pas d'insuline, utilisait le jamblon. Et le jamblon a une action aussi comme l'insuline. Pour associer les plantes à un traitement donné par un médecin, il faut connaître la plante, il faut connaître ses propriétés et s'assurer que l'on ne va pas faire double emploi. Il ne faut pas que la plante renforce trop l'action du médicament. Et c'est pourquoi les diabétiques qui utilisent souvent clandestinement les plantes ont intérêt à faire attention parce qu'une plante doit être considérée comme un médicament. Il faut qu'ils utilisent leur lecteur de glycémie pour voir exactement l'incidence de la plante médicinale sur leur diabète. Une plante médicinale doit être toujours utilisée en tenant compte de la dose dite thérapeutique. Savoir à quelle quantité qu'on doit l'utiliser pour qu'elle commence à être efficace, mais savoir aussi qu'on ne doit pas dépasser une dose. Donc, quand on peut faire des regards croisés entre médecine traditionnelle et vérification scientifique, il ne faut pas hésiter à le faire. Pour conclure, Madame Cancel, donc présidente de l'association française des diabétiques, vous êtes au contact d'une centaine de membres. Est-ce que c'est une maladie qui est bien vécue par le malade? Est-ce que c'est une maladie qui est acceptée? Alors, apprendre et découvrir qu'on a une maladie qui ne va pas guérir, avec laquelle on doit s'adapter, on doit apprendre à vivre comme un compagnon, comme un jumeau, c'est jamais, on va dire, bien accepté. Mais ce n'est pas une fatalité parce que tout est mis en place pour que la personne diabétique puisse devenir acteur de sa santé et apprendre à vivre. Ce n'est pas évident
de vivre avec maladie et de ne pas être accepté par les autres. On a toujours peur que les autres pensent quelque chose de négatif. Mais entouré de la famille, avec les actions que met en place l'Association des diabétiques, nous pensons que tout cela est pour le bien-être de la personne qui est touchée par le diabète et sa famille. Vous essayez de démystifier un petit peu la maladie pour une meilleure prise en charge. Tout à fait. Est-ce que ça a des répercussions sur la prise en charge du traitement, le fait que la personne cache sa maladie un peu? Ah oui, il faut dédiaboliser sans banaliser. C'est-à-dire que véritablement, à la fois les patients, vous avez des patients qui ne prennent pas leur traitement parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache. Certains patients ont tellement peur des complications que finalement ils n'osent pas en parler, ils n'osent pas se prendre en charge. Et finalement, quand ils arrivent auprès de nous soignants, ben, ils sont déjà atteints d'un certain nombre de complications parce que la maladie peut exister 5 ans, 10 ans sans qu'elle ait très très peu de symptômes. Donc, en tout cas, c'est peut-être à notre tour de vous remercier d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour parce qu'il faut en parler. C'est notre quotidien et ça va l'être encore plus. Vu l'explosion de l'obésité, donc l'explosion du diabète va suivre derrière. Il faut en parler sans juger. Il faut en parler sans banaliser, mais il faut en parler aussi dans une positivité d'une gestion possible. Et je crois qu'il faut qu'on termine là-dessus, c'est-à-dire qu'on a tout à gagner à pouvoir accompagner le patient à être en gestion dans sa maladie. Merci à toutes les deux pour vos précieux conseils. C'est la fin de cette émission consacrée au diabète. Merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne semaine. José, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. On vous laisse tout de suite au bon soin de Yemouna pour la synthèse en créole. Messieurs et dames, bien bonjour. Semaine passée, nous parlions des diabètes, c'est-à-dire des gens qui ont fait sick et nous constatons qu'il y a un lot de gens qui ont maladie là, ça en pays là. Alors, sont maladies qui graves, sont maladies qui ont en lot complications et ces complications-là, de plus en plus importantes, là, vous voyez, ces gens pas qu'à soigner. Alors, jeudi là, nous allons parler des traitements à maladie là avec Dr Félicie Delan, qui est diabétologue à l'hôpital Bastet. Alors, Dr Félicie Delan, expliquez-nous en fait, ça qui est arrivé souvent de fois, c'est que ces gens contingent. Allez, yo contingent mal soigné yo. Yo contingent négligé maladie là. Alors, yo ka dire comme ça, oui. Oh, c'est petit brin si quand ka fait pas rien de grave. Ou carrément yo ka arrêter traitement a yo, ou yo ka remplacer un petit feuillage un petit longueur que voisine a yo ba yo, mais pas connaître mauvais racine a mais. Eh bien, docteur Félicie Delan, expliquez-nous quelle est la maladie là installée généralement côté 40-50 l'année. Eh bien, il faut prendre remède tout le temps sans arrêter en chimie. Alors, si expliquez-nous aussi que c'est la meilleure façon pour stabiliser, normaliser la quantité acide à dans sang. Et surtout, eh bien, la famille faut tenir une bonne hygiène de vie. Normalement, c'est pour ça, quand ça veut dire. Mais en cas où on prend une bonne hygiène de vie, eh bien, ça veut dire qu'il faut une alimentation équilibrée, il faut une activité physique et surtout, il faut rester véatif par rapport à la quantité d'habitants d'eau ou qu'à boire ou bien ou qu'à manger en journée là. Et si vous voyez, eh bien, voisine a un petit longueur, un petit feuillage, eh bien, parlez de ça, franchement, elle va mettre comme ça, c'est vrai qu'ils ont mélangé traitement là au jani là et puis longan là au feuillage là. Nous bout aujourd'hui là la famille. Toujours songer que si on sait le corps nous tini. Alors ça nous prend précaution puis restez docteur. À dans notre soleil.